Merci de cette invitation dans cette assemblée prestigieuse. Et j'ai prévu de vous parler aujourd'hui de pourquoi le pouvoir politique chinois constitue une des dictatures les plus longues, les plus durables de notre histoire récente, et essayer de réfléchir sur cette durabilité à l'avenir. Est-ce que des événements, et je pense que des événements se sont produits, qui obligent à repenser l'avenir de la Chine? Alors, il faut que je vous dise d'où je parle. Je ne suis pas du tout sinologue, je suis usinologue. C'est-à-dire que mon domaine à moi, c'est les usines. J'ai été au CNRS pendant 35 ans, et j'ai passé mon temps à observer les usines comme d'autres font les champignons. Hein, vous voyez les champignons, vous cherchez où ça pousse, qu'est-ce qui fait que ça meurt, qu'est-ce qui fait que ça pousse bien, etc. Donc j'ai passé mon temps là-dessus. Et je suis arrivé en Chine un peu par hasard. J'étudiais les transferts de technologie, je cherchais des gens qui ne se comprendraient pas du tout. Et j'ai trouvé des édiles lyonnais qui avaient décidé d'aider la ville de Canton à faire un métro. Et donc j'ai constitué une équipe plurinationale, sino-française, et on a essayé de travailler sur la constitution du métro de Canton. Ça a bien marché, ça a bien plu, et on a pu continuer. Et bien sûr, j'ai regardé les usines, peu à peu, on était en 89, quand on a démarré 88-89, c'est pas une date tout à fait au hasard. Et je dois dire que j'avais déjà travaillé dans des dictatures communistes, Europe de l'Est, et Amérique latine, Argentine, Venezuela. Donc j'avais une certaine manière de faire qui m'a permis de travailler, de définir comment je pouvais travailler et avec qui je travaillais. Et j'ai pu monter en puissance en Chine parce que les usines y étaient. Les usines se sont installées dans la région cantonaise à peu près au même temps que moi. Au fur et à mesure que je constituais mon équipe, que son équipe devenait de plus en plus puissante, les usines étaient là. Et le peu de compétences qu'on avait et aussi le regard, les méthodes qu'on employait étaient utiles au pouvoir politique chinois pour améliorer sa politique industrielle. Je crois que c'était utile, en tout cas, en 2000, l'équipe que je dirigeais informellement en Chine est devenue un laboratoire formel de l'Université Sun Yat-sen à Canton. C'est-à-dire que ça a fait de moi le premier directeur occidental d'une unité académique de recherche en sciences sociales. Si vous voulez, je suis devenu un mandarin chinois, communiste chinois. Et donc je parle de l'institution politique chinoise de l'intérieur, avec les mots de l'intérieur. Le laboratoire que j'ai dirigé, il a existé donc de 2000 à 2014, et étant un appareil chinois, j'ai gardé le mode de fonctionnement des appareils chinois, c'est-à-dire que ne pas dire n'importe quoi, ne pas mettre en danger mes collègues en faisant des déclarations inopportunes, et puis une certaine connaissance de ce que c'est que la dictature, c'est-à-dire que je ne pensais pas pouvoir cacher mes secrets, et après ça très vite, je ne cache pas ses secrets à une dictature. Donc, j'ai décidé de ne pas avoir de secret. Mon ordinateur, je le laissais dans ma chambre d'hôtel, sans protection, parce que de toute façon, je savais qu'on était capable de rentrer dedans. Donc le protéger est utile. Et pour continuer là-dedans, je suis monté en puissance en Chine en y étant de plus en plus souvent. Dans mon laboratoire, j'ai d'abord mis des expatriés de l'IRD, et puis à partir de 2005, j'y étais de plus en plus longtemps, afin d'y être en permanence de 2009 à 2010. Autour de 2010, je me suis aperçu qu'il y avait eu des conflits avec des entreprises asiatiques Chine, des grèves qui avaient vraiment perturbé le management de ces entreprises, c'est-à-dire
D'une part, ils ne s'attendaient pas à des grèves dans ces usines. Les grèves d'OS, c'était nouveau pour eux, et c'était nouveau pour les Chinois. Et ils se sont retrouvés face à un pouvoir politique chinois qui leur a reproché, d'une part, de maltraiter les ouvriers, mais surtout de créer de la dissension, de la désharmonie. Et qui a licencié à leur place des gens qu'ils auraient bien aimé conserver dans leur entreprise. Donc en gros, ils ont été désorganisés par un conflit, à la fois par les ouvriers et par la réaction du pouvoir politique chinois. Alors je me suis demandé si des choses comme ça pouvaient arriver aux industriels français. Étant en poste en Chine, je suis quand même assez préoccupé par les industriels français. Et bien sûr, ils m'ont dit on n'a jamais de grève. Bon, quand on commence à travailler un petit peu, on s'aperçoit que bien sûr, on ne dit jamais qu'on a une grève. On en avait. Et cette peur d'un conflit qu'on ne maîtriserait pas et qui arriverait à des conséquences économiques considérables pour l'entreprise a fait que j'ai pu constituer un groupe de travail. Et après le groupe de travail constitué, je me suis dit, oula, voilà que moi, la hiérarchie, je travaille sur un sujet sensible. J'avais travaillé sur les conflits directement. J'avais toujours interrogé tout le monde, mais jamais sur les conflits et jamais sur les grèves. Alors, je fais comme je fais toujours dans ces cas-là, je vais voir mon alter ego chinois, et je lui dis, voilà, je suis en train de constituer un petit groupe de travail sur les conflits, sur les grèves en Chine, dans les entreprises françaises. Et il fait comme je pense qu'il va faire, il écoute. Il regarde bien ce que je fais, il me pose des questions sur ce que je fais, il ne donne aucun avis, et on se sépare. Alors dans ce cas-là, je sais bien ce qui va se passer, c'est soit il ne dit rien, donc je vais continuer, soit il me dit, tu sais un sujet qu'actuellement le parti est en train de travailler. Ça veut dire on arrête tout, immédiatement. C'est déjà eu l'occasion d'arrêter une recherche menée par des collègues français. Moi, je ne l'ai pas arrêté. Je leur ai suggéré fortement de l'arrêter. Ils l'ont fait et ils ont raison. Ils ont eu raison, ils ne me le reprochent pas après. Et là, 2 jours après, j'ai un coup de téléphone et mon collègue me dit le département de sociologie a décidé d'étudier les grèves. C'était autrement dit que j'avais le feu vert, non seulement le feu vert pour les sociétés françaises, mais que j'étais devenu le directeur officiel mais informel, mais décidé par les autorités, de recherche sur les conflits en Chine. J'ai donc eu accès à tout ce que les chercheurs chinois fiables ont sur les conflits en Chine. Et donc j'ai publié des choses qu'on peut publier, probablement plus que ce que ne pouvaient publier mes collègues chinois. Mais bien sûr, moi, je ne suis pas tenu, je n'ai pas à partager l'idéologie communiste chinoise. Je suis un fonctionnaire français, ça, tout le monde le sait. Et tout ça m'a interrogé, parce que ça m'a interrogé, alors je me suis demandé, mais comment on m'a ouvert toutes ces portes? Ces portes sont fermées aujourd'hui, hein, je tiens à dire. Comment on m'a ouvert toutes ces portes? Et je me suis rendu compte, bien après la fin de mon séjour, que en fait, on savait tout de moi. Mon appartement était sous micro. Il y avait des gens qui partageaient ma vie quotidienne, avec mon épouse, avec mes amis, qui écoutaient tout. Et je le sais, et ces gens-là ne m'étaient pas hostiles. Je ne les ai jamais vus, personnellement. Ma femme en a rencontré une. Et dans une occasion un peu particulière, j'avais quitté l'appartement. Et j'étais parti à Hong Kong pour une réunion. Et ma femme devait rentrer avec une amie pour Noël. Ils avaient pris un nombre de bagages absolument effarant. Et il y avait une question technique qu'elle se posait. Comment on va faire pour aller de l'appartement au taxi? Parce que l'appartement était dans une résidence fermée. Et comment on fait pour ne pas se faire voler de bagages entre les deux? Vous savez, c'est l'histoire du loup, de la chèvre, du chou. C'est à peu près ça. Et du berger. Comment on arrive à transporter tous les bagages quand on ne peut pas les transporter toutes les deux d'un seul coup? Donc elles ont commencé à échafauder une stratégie. Elles ont pris l'ascenseur. Au bas de l'ascenseur, il y avait une dame avec un diable qui leur a dit, qui leur a pris les bagages. Je leur a rien dit. Donc, avec 3, elles ont pu transporter les bagages. La dame a appelé un taxi. Elle a dit à l'aéroport. C'est-à-dire que la seule explication que j'ai, et maintenant parce que j'ai vu des sites d'écoute dans des appartements,
pas chez moi, mais chez d'autres personnes que je ne sais pas. La seule explication que je vois, c'est que cette âme, étant dans notre vie quotidienne, s'est dit, ma femme ne va pas y arriver. Je ne peux pas la laisser comme ça. Donc elle est sortie, elle a pris son air le plus abruti possible. Et elle a pris les bagages, et elle a fait le test. Alors, voilà la présentation que je peux faire. Si je disais, je peux parler du pouvoir chinois, c'est que j'ai été dans l'administration et aussi parce que la politique économique chinoise, la politique industrielle, qui est mon sujet, eh bien, elle est décidée, in fine, par le numéro 1. Donc, il m'a fallu remonter sur ce type de décision et comprendre comment ça se passait, comment ça se faisait. Alors, je rentre maintenant dans le fond de mon exposé. La solidité étonnante du pouvoir politique chinois. Nous le savons, les dictatures sont mortelles. Une dictature peut s'effondrer en très peu de temps, dès lors que la majorité de la population ne la craint plus. Toute société organisée en État repose sur une forme de consensus entre la possibilité de l'État de recourir à la violence contre ses concitoyens. C'est-à-dire que l'État, vous savez, l'État est prédateur, il nous prend des impôts, il nous fait une police, il nous dirige, il maintient les règles. Il emploie la force contre et pour les citoyens. Et si nos démocraties durent, c'est en partie parce que la majorité de la population refuserait de mettre cette force contraignante entre les mains autres que des mains qu'elles peuvent contrôler par des élections. On suppose ça. On a bien vu que l'Allemagne démocratique est passée au nazisme, mais c'était dans une crise économique épouvantable où les gens avaient perdu leur repère. Et elle est vite revenue en démocratie, un peu aidée par des puissances étrangères, c'est vrai. Moi j'ai vu l'Argentine, qui est tombée toute seule dans une dictature et qui est revenue toute seule dans la démocratie en moins de 10 ans. L'Union soviétique est tombée en quelques mois. Et avant elle, les régimes qui dépendaient d'elle se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Une population découvrant d'un seul coup qu'elle était libre de parler, de se déplacer en dehors des frontières nationales. La Russie soviétique est passée à la démocratie par démission du pouvoir dictatorial. C'est ce pouvoir lui-même qui a organisé la transition vers un État qui se rapproche des démocraties occidentales. Je ne suis pas très féru, donc je vous laisse apprécier. Et quand c'est arrivé, tout le monde, et tous mes collègues, notamment des pays de l'Est, se sont tournés vers la Chine, en se demandant qu'est-ce qui va se passer. À ce moment-là, la Chine, l'effondrement, c'est la Chine, c'est le pays d'ouverture. C'est le moment de l'ouverture de la Chine. La Chine apparaît comme le pays communiste qui est en train de transitionner, et puis il y a la révolution de Tiananmen. Donc, tout le monde regarde, et qu'est-ce qui va se passer? Le parti communiste chinois va-t-il évoluer? 25 ans après, il faut dire qu'on a l'impression que le parti est toujours aussi solide, sinon plus. Est-ce qu'on peut prévoir sa chute? Il faut d'abord comprendre d'où il vient sa force. C'est un tout petit groupe qui a pris le pouvoir en 1949. Il s'agit d'une armée qui s'est battue contre le Kuomintang, puis contre les Japonais, puis contre le Kuomintang. Ce groupe a très peu remporté de victoires militaires. Nous regardons l'épopée de l'armée communiste chinoise du moment où elle se soulève contre le Kuomintang jusqu'au moment où elle prend le pouvoir en 1949. En gros, c'est une armée qui est défaite et qui les victoires, vraiment, on en trouve dans l'historiographie chinoise, hein, bien sûr, ils ont des victoires. Mais dans la pratique, c'est quand même plutôt des défaites que des victoires. Ce qui s'est passé, c'est que les Japonais ont ratiboisé l'armée du Kuomintang, et les Américains se sont dit que finalement les communistes étaient de meilleurs combattants contre les Japonais que le Kuomintang, plus fiable. C'est une caractéristique des Américains qui me semble être d'armer les gens qui vont leur taper dessus. Après 49, avec la guerre de Corée. Mais bon, ça c'est le problème des Américains, je sais pas.
Enfin, toujours est-il que l'armée communiste arrive parce qu'elle est plus armée et parce qu'il n'y a plus personne en face d'elle. En fuyant, elle s'est comme attribué l'intérêt des populations rurales, et donc ça a facilité sa prise de pouvoir. Mais ça fait très peu de monde. Là, ce n'est pas une vague de révolution, c'était une petite armée et une idéologie forte. Alors, pour imposer sa loi sur l'ensemble du territoire, le nouveau régime a décidé de mettre un homme à lui, à la tête de chaque unité économique, et d'organiser la société par unité économique. En gros, vous avez une entreprise, et c'est cette entreprise qui va être votre unité de vie. Comme ils vont traduire, d'arrêt. Ça veut dire que vous allez vivre dedans. Vous allez vivre dedans, vous allez vous marier dedans. Marier à l'extérieur, il faut l'autorisation. Sortir de votre unité, il faut l'autorisation. Et cette unité va vous prendre en charge, de tout en tout, de bout en bout. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous nourrir, c'est elle qui va vous soigner si vous êtes malade, c'est elle qui va vous permettre d'aller à l'école. Si votre unité est riche, eh bien vous avez des chances d'aller dans des grandes écoles. Et d'être bien soigné quand vous êtes malade. Si elle est pauvre, eh bien vous avez au mieux une infirmière pour vous soigner. Et quelqu'un qui sait lire et écrire pour vous apprendre à lire et écrire. Ça, c'est la situation chinoise classique. Et le contrôle du territoire, il est favorisé par la tradition impériale et le mode de constitution des élites fondé sur une éducation très scolaire. En fait, la Chine est un empire qui existe depuis 1000 ans. Les communistes se coulent dans l'empire. Ils continuent le mode de recrutement des élites, qui est un grand examen. En gros, si vous êtes capable de lire au moins 6000 caractères chinois, vous avez toute chance de réussir cet examen et de devenir un fonctionnaire. 6000 caractères chinois, c'est pas grave. J'en suis pas. Alors, donc un pays très, très organisé pyramidalement, et aussi avec des unités qui sont très autonomes. Il y a peu de solidarité économique entre deux unités. Une très riche peut être à côté d'une très pauvre, et ils ne vont pas pour autant se donner de l'argent. Et quand on est très riche, on va essayer de ne pas donner trop d'argent pour ça. Et là, il faut, quand on traverse la Chine, on se rend compte que c'est pour l'essentiel un pays du tiers-monde avec des zones développées. Alors, revenons sur le pouvoir central. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir central? Je crois qu'il n'y a pas tellement d'équivalent du pouvoir central chinois, ni aujourd'hui, ni dans le passé. C'est-à-dire que ce n'est pas une monocratie comme sont souvent les dictatures, ni monocratie, donc les dictatures d'un seul, ni une monarchie, où là, on va se répéter de père en fils. Non. On a un groupe qui est oligarchique, un petit groupe de personnes qui sont, en fin de compte, les cadres militaires de l'armée qui a fait la longue marche. Ce sont toujours eux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont vieilli, mais leurs enfants sont le pouvoir chinois. Et ils habitent dans une zone de Pékin qui est tout à fait identifiée. Quand on sait très peu de choses sur eux, c'est une zone interdite. Comme l'était la zone d'Impérial, elle est vraiment interdite. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Et on a eu des discours, par exemple, de Zhao Ziyan, le premier secrétaire du parti qui a pleuré au moment des événements de Tiananmen. Il disparaît à ce moment-là, il perd son poste, on lui retire son poste, et il termine sa vie dans cette zone interdite de Pékin. Pas si mal que ça, puisqu'il aura un fils qui sera milliardaire. Et quand il meurt, il apparaît un testament de M. Zhao Ziyan, qui serait un manifeste politique et qui circule. Est-ce que c'est vraiment un vrai testament ou pas? Je ne sais pas. Là, ce groupe-là, vous voyez, on compte à peu près 2000 personnes. C'est une estimation approximative, 2000 personnes. Nous savons, ces 2000 personnes, c'est donc le centre, le pouvoir. Le parti, c'est 80 millions. Pour l'instant, dans ces 2000 personnes, il y a pratiquement tous les ministres, actuels et anciens, tous les secrétaires du parti.
tous les milliardaires. Vous prenez la liste des milliardaires chinois de Forbes et vous apercevez qu'ils ont tous un rapport familial avec un ministre ou un ancien ministre. Donc c'est vraiment un tout petit groupe qui se contrôle. Et alors, comme je suis sociologue, je réfléchis sur l'avantage du groupe sur la personne. C'est que, dans un groupe, lorsque les erreurs du dirigeant sont visibles, il se trouve toujours dans le groupe des gens qui ont un plan pour corriger ces erreurs et proposer des solutions alternatives. Avec 2000 personnes, on a quand même un brin de presse, ils peuvent fonctionner. Alors les dirigeants chinois ne sont pas plus intelligents que les dirigeants russes ou que les dirigeants français. S'ils réussissent politiquement, c'est simplement parce qu'ils ont un système plus pardonnant. Sur la centrale nucléaire, c'est pardonnant quand on peut faire des conneries et que la centrale n'explose pas. Eh bien, si le numéro 1 fait des conneries, il est remplacé immédiatement par un autre numéro 1. Et on va mettre une personne qui est soit plus populaire, soit plus susceptible de suivre la politique du groupe qui les a nommés, donc de ces 2000 personnes. Donc la nomination du numéro 1, elle nous échappe. C'est un tout petit groupe qui nomme. Quelquefois, on a des estimations sur le rôle de tel ou un tel groupe. Et la manière dont il nomme, ça par contre, tout le monde sait que c'est d'une grande sophistication. On va nommer un numéro 1 qui sera très populaire ou qui sera tout à fait à même de mener la politique qu'il faut mener aujourd'hui. Le problème du numéro 1, c'est qu'il a beaucoup de pouvoir. Donc on va lui mettre un numéro 2 qui est son opposé. Il va lui tirer dans les pattes. À la fin, on a un groupe, ce bureau politique, d'une dizaine de personnes. C'est un groupe qui est constitué de façon très stratégique. Soit qu'il représente les factions à l'intérieur de ce groupe dominant, soit que simplement, on a fait le groupe le plus ami pour le moment, et un groupe qui ne puisse pas prendre le pouvoir sur les gens qui les ont nommés. Si bien que s'ils dérapent, on va le changer. L'intérêt du collectif, c'est qu'il a une durée potentiellement infinie. La forme du pouvoir que je décris, elle aurait le potentiel de se renouveler en permanence. Le pouvoir central, chinois, il ne travaille pas pour la postérité, comme le ferait un potentat qui sait qu'il va mourir. Il ne travaille pas non plus pour aligner les résultats à la date des élections suivantes, parce qu'il n'y a pas vraiment d'élection, je vous apprends rien. Et il a la possibilité et l'intérêt de se projeter et de projeter son pays dans le long terme. Ça, c'est une caractéristique, on pourrait dire, un des avantages de l'oligarchie sur la démocratie. On mène des actions politiques à long terme. Quand Margaret Thatcher négocie le statut de Hong Kong avec le pouvoir communiste chinois, elle ne peut pas céder. Le pouvoir communiste chinois le sait. Alors on dit 30 ans. Dans 30 ans, Hong Kong va revenir, et pour faire passer la pilule, on donne des territoires en plus à Hong Kong. Alors Margaret Thatcher fait une très bonne affaire. Quelle est une politique démocratique qui va se faire reprocher quelque chose qui va avoir lieu dans 30 ans? Aujourd'hui, Hong Kong est intégralement partie du territoire chinois. Il y a l'intérêt de ce système. Vous savez l'importance de l'économie chinoise dans l'économie mondiale. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'économies, et la française notamment, ne sauraient pas fonctionner sans la Chine. On a un peu de plan B, si vous voulez faire produire des objets de masse, les usines chinoises, c'est quand même assez performant. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui font mieux. On n'a pas de plan B, mais les salaires augmentent. Si j'ai étudié les Grecs, c'est bien parce que le pouvoir chinois était un peu affolé de l'augmentation des salaires qui allait en résulter, et qui en a résulté. Et
Donc la Chine est très dépendante de son commerce extérieur, et c'est un pays qui, cependant, refuse d'appliquer les règles communes. Il continue à avoir une monnaie non convertible. Donc une monnaie dont l'appréciation n'est pas fixée par le marché, mais directement par les politiques. Alors bien sûr, on va dire c'est un scandale, etc. La monnaie, elle prend la valeur que le pouvoir politique trouve qu'elle doit prendre. C'est un scandale peut-être, mais la dernière crise asiatique, elle a bien été arrêtée parce que une partie non négligeable de la monnaie mondiale était manipulable par un État. La Chine a bloqué la crise asiatique quand elle a eu les moyens de le faire, en utilisant sa monnaie. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça avec l'euro, on ne peut pas faire ça avec le dollar. Donc finalement, on a peut-être un peu de chance d'avoir encore un État planificateur et important dans notre planète. Et l'État chinois reste très interventionniste et très planificateur. On a enterré l'idéologie socialiste en Occident, on a abandonné la planification chez nous, parce que, en fait, le gouvernement n'avait plus les capacités de dicter ses instructions aux entreprises. C'est pas tellement. L'autonomie n'est en général pas accordée, elle est volée. Si nous sommes plus libéraux en matière économique, c'est pas tellement dû à la volonté de nos fonctionnaires et de nos politiques, mais c'est plus dû à la capacité d'agir en dehors des frontières de nos industriels et de nos hommes économiques. Mais l'État chinois, lui, reste capable de planifier. Il peut décider qui est riche et qui est pauvre chez lui. Ça veut dire que si vous êtes trop riche, ça ne plaît pas au pouvoir chinois, comme fait M. Poutine, eh bien on vous met en prison. Je vous dis, c'est quand même étonnant que tous les milliardaires soient concentrés dans les lignes du pouvoir. Un milliardaire, ça met en cause le pouvoir. C'est capable de menacer le pouvoir, un milliardaire. Et bien, il n'y a pas de milliardaire chinois qui soit dans le pouvoir. Nous, par contre, on a des milliardaires. Ils distribuent de l'argent à nos hommes politiques. Il faut se demander pourquoi. Et l'État continue à penser pour ses citoyens à la place d'eux. Il continue à peser sur leur vie quotidienne, décrétant combien d'enfants ils doivent avoir. Vous savez, leur enfant unique, c'est une politique de contrôle de la société absolument extraordinaire. On vous suit de près, on regarde ce que vous faites. Et maintenant, on doit aborder l'enfant unique, on ne le fait pas en disant maintenant vous faites ce que vous voulez. On dit vous avez le droit à 2 enfants. Attention, le droit à 2 enfants, ça veut dire devoir de 2 enfants. On va vérifier, vous faites tout ce qu'il faut pour en avoir 2. Ça met en place un contrôle assez sophistiqué. Et la Chine a la plus importante police de la pensée du monde. Et il y a autant de personnes employées à contrôler les communications et Internet qu'il y en a dans le reste de l'armée chinoise. Et ce système est autofinancé, en partie. Pour l'enfant unique, c'est autofinancé par les primes, par les amendes. Vous voulez quelqu'un qui, par exemple, un couple mixte, français-chinois, pour qu'il peut avoir 2 enfants. Il fait 2 enfants, il va devoir payer 60 000 € pour le deuxième. 60 000 €, ça le permettra au deuxième enfant. Ça permettra aux parents de continuer à vivre dans la société chinoise, mais l'enfant ne sera pas légalisé pour autant. Ce qu'il aura le droit, c'est d'être. Et bien sûr, chaque fois que vous voudrez faire quelque chose pour cet enfant, il faudra trouver un passe-droit. Donc, vous allez un peu nourrir l'administration chinoise, soit légalement, soit illégalement, soit par la corruption, etc. Alors, on se dit, voilà un pays qui contrôle sa population, qui est très puissant. Où sont ses faiblesses? Mais d'abord, disproportion entre l'État et le parti. S'il y a un coup, il y a toute chance qu'il vienne du parti. On imagine aussi les mouvements sociaux. Moi, je suis assez frappé à quel point on est irréaliste sur la Chine. C'est-à-dire qu'un pays qui aurait une montée des mouvements sociaux comme la Chine en a, on dirait que c'est un pays en fragilité. Je ne vois pas cela dans les discours actuels sur la Chine. Or, la population est plus mécontente qu'elle n'a jamais été, pour des raisons économiques et politiques de frustration. Et peut-être pour les jeunes qui se sont mis à travailler en ville, pour leur incapacité à s'installer en ville à cause des prix de l'immobilier.
Donc vous venez travailler dans une usine, mais si vous voulez vous marier, avoir une maison, avoir une famille dedans, dans la ville, c'est plus possible. Donc on a des conflits de travail, donc on a demande d'augmentation du salaire, et donc on a des tensions. Et comment le pouvoir va réagir? Eh bien, il réagit par la paranoïa, ça c'est évident. Depuis 7-8 ans, on ne voit plus un haut cadre du pouvoir central se promener sans peut-être que cela n'ait été organisé. En gros, si M. Xi Jinping doit se promener à un endroit précis, on ferme tout. Ils aura connu ça. Je veux dire qu'on a fermé tout un quartier lyonnais parce que M. Xi Jinping venait à Lyon. Et là en Chine, c'est pareil. Si on sait qu'il doit se déplacer visiter un musée, etc., on va bloquer pendant 48 heures à l'avance toutes les rues adjacentes, sur 1 kilomètre à la ronde. On a souvenir qu'il ait mangé des raviolis dans un petit café moyen. C'est un événement. À mon avis, très organisé, très préparé. Ils ont peur, ils sont fermés. Donc vous voyez, ces 2000 personnes, ils vivent entre elles, dans un monde à eux, fermé du reste du monde. Ça peut faire un peu peur. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu personnellement analyser. Le changement du pouvoir actuel. Xi Jinping est en fait le fils d'un grand dirigeant. Il disposait de très forts appuis et il était annoncé depuis longtemps comme devant occuper la place de secrétaire du parti. Et il y avait des CV qui circulaient, qui sont des hagiographies telles, dit celui-là, et il va, si tu ne viens pas le numéro 1, tout le monde est sûr qu'il deviendrait numéro 1. Et comme d'habitude, le bureau politique était un peu inquiet, l'ampleur, elle allait prendre Xi Jinping. Alors on lui a mis un numéro 2, extrêmement puissant, très charismatique, M. Bo Xilai. Là, beaucoup de monde disait que dans le bureau politique, c'est Bo Xilai qui va devenir le numéro 1. Il est trop. Cet homme a relancé les champs maoïstes, il avait une popularité fantastique parce qu'il mettait en prison les riches dans sa région, et qui redistribuait leur fortune, genre de Robin des Bois à la chinoise. Et ça faisait bien. Donc, c'est quelque chose d'un peu inquiétant quand même, parce que c'est un peu des organisateurs. Et vous savez ce qui est arrivé à M. Bo Xilai. Soi-disant, sa femme a assassiné un industriel anglais, un homme d'affaires anglais, et il s'est retrouvé en prison, lui. Et sa femme aussi. Alors, Xi Jinping est arrivé au pouvoir avec moins de contre-pouvoir que jamais. Et il a lancé une lutte contre la corruption. Dans la lutte contre la corruption, il a mis en prison le chef des armées, le chef de la police, le chef de la sûreté. Qui est-ce qui reste au-dessus de Xi Jinping? Qui aujourd'hui est capable de le contrer? Vous avez déjà entendu Xi Jinping a déclaré qu'il n'avait pas arrêté les plus gros poissons. Alors, moi je vous ai énuméré ceux qu'il a arrêtés, qu'est-ce qu'il y a de plus gros? Ça veut dire que tout Chinois, membre des 2000, sait que Xi Jinping peut le mettre en prison du jour au lendemain. C'est ça qu'il dit. Et aujourd'hui, je lisais récemment dans Libération que vous savez qu'il poursuit les idées internationales, les idées universalistes. Et il vient de dire aux universitaires, non, le ministre de l'Éducation vient de dire ça, aux universitaires, il faut remplacer les idées universalistes par les idées de Xi Jinping. Moi, je l'ai lu comme ça dans Libération, mais moi je l'aurais traduit plutôt par la pensée Xi Jinping. Donc, M. Xi Jinping est arrivé au sommet du pouvoir et il est devenu le numéro 1. Et c'est donc à lui que viendra le soin de nommer son successeur. Dans une dictature, c'est une situation qu'on connaît bien, en général, le successeur, c'est nous soi-même. Nous sommes passés d'une dictature oligarchique avec capacité de renouvellement infini à un nouveau président à vie
on revient à une période style Mao Tse-tung. Je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le voit pas assez, mais qu'on va très bien s'en rendre compte. Un pouvoir d'un président à la vie est bien sûr beaucoup plus fragile qu'un pouvoir oligarchique. Il peut tomber par un coup d'État intérieur, par une révolte populaire, et là, on n'aura plus le pouvoir de mettre un numéro 1 à sa place. Et puis, comme c'est un homme, il finira bien par mourir, et on sait que les successions sont délicates. Je ne crois pas qu'il faille miser autant sur la solidité du pouvoir chinois qu'on l'a fait jusqu'à